Bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue pour notre séance de questions à Daniel Robin, donc candidat aux prochaines élections de la CPM qui auront lieu, je vous le rappelle, les 20 et 27 juin prochains. La parole est à vous ce soir, euh, puisque nous sommes ensemble pour les 45 prochaines minutes pour échanger librement. Alors, avant ça, je vais d'abord passer la parole à Camélia, qui va nous parler de la démarche de chemin d'avenir. Ensuite, Daniel prendra la parole pour le mot du candidat. Et enfin, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à Daniel. Donc, ce soir, autour d'un des axes du programme, donc, je vous rappelle, mettre l'écologie au cœur de notre rapport avec notre milieu naturel. Voilà, donc, écoute Camilla, je vais te laisser la parole. Peut-être juste avant, pardonne-moi, je vais faire quelques petites remarques pour que toutes les choses soient bien organisées ce soir. Vous poserez donc vos questions, je disais, librement. Donc, pour m'aider à animer la séance, Dariel, toujours fidèle au rendez-vous, est là. Dariel, bonsoir. Deux possibilités, donc, soit lever la main, et puis je vous passe la parole avec grand plaisir, ou bien vous pourrez poser vos questions via le chat, que je me ferai aussi un plaisir de relayer. Pour des raisons pratiques évidentes, je vais vous demander d'éteindre vos micros quand vous n'intervenez pas. Voilà. Écoute, Camélia, je vais te laisser la parole pour nous présenter CDA. Alors, bonsoir tout le monde. Contente de vous retrouver et d'accueillir ceux qui participent à cette Zoom pour la première fois. Donc, effectivement, Chemin d'avenir, c'est une association citoyenne de bientôt 4 ans qui participe à la construction de la Martinique que nous aimons tous. Tout cela en rassemblant donc les bonnes volontés autour du projet que nous avons aujourd'hui eu le plaisir de co-construire en toute responsabilité, mais aussi avec beaucoup de joie avec l'ensemble des Martiniquaises et des Martiniquais que nous avons pu rencontrer tout au long de ces années sur le terrain à leur côté. Et donc, aujourd'hui, ces initiatives citoyennes se sont traduites par des associations qui se sont montées dans des quartiers ou qui rayonnent donc sur tout le territoire, des projets citoyens qui aujourd'hui rayonnent dans le quartier jusqu'à l'international pour d'autres, des projets en fait de jeunes qui ont pu s'inscrire dans une dynamique, voire même dans une démarche professionnelle pour certains. Et donc, du coup, c'est avec plaisir qu'on a pu les accompagner tout au long de ces années et aussi de se poser la question de savoir comment on faisait la synthèse de tous ces apports citoyens et de proposer tout cela, tout ce projet de société à des politiques pour pouvoir le porter et que ça puisse perdurer dans le temps et faire profiter au plus grand nombre. Donc, l'année dernière, avec les confinements, nous nous sommes retrouvés dans un autre format. Pour maintenir le lien, c'était donc par le biais des visios. Et donc, c'est très vite posé la question de savoir qui pourrait porter ce projet politique, ce projet citoyen, qui pourrait le porter pour le traduire par la suite en politique publique. Nous avons fait le tour et nous n'avons pas trouvé finalement de voie pour porter notre projet qui serait respectueux en tout cas du projet qui était co-écrit, co-porté par l'ensemble des personnes qui y ont en tout cas jusqu'ici contribué. Et donc, à un jour, il a fallu prendre cette décision d'y aller seul, d'y aller aujourd'hui sous la forme de chemin d'avenir toujours, mais en tout cas d'aller vraiment à la conquête donc, de la collectivité, parce que nous l'avons bien compris
que nous aurions notre garantie, en tout cas cette garantie-là de pouvoir préserver cette identité citoyenne de la démarche que si nous le portions nous-mêmes. Et donc, nous voici aujourd'hui, après 2 mois maintenant de déclaration de candidature, nous voici déterminés plus que jamais autour de Daniel qui a bien voulu accepter, en tout cas, le challenge du candidat. Mais en tout cas, c'est vraiment en fait avec fierté qu'au cours des réunions que nous n'avons pas arrêté d'éprouver finalement notre démarche et de voir que véritablement, elle répond aux attentes. On voit aussi des personnes qui nous rejoignent, en tout cas qui veulent porter à leur tour la démarche citoyenne qu'est Chemin d'avenir. Et ce qui est intéressant, ce qui est positif et très encourageant, c'est que Chemin d'avenir, association citoyenne, s'inscrit véritablement et qu'elle a toute sa place donc, dans un projet aussi ambitieux qu'est celui de la collectivité. Et on voit bien en fait au fur et à mesure de nos rencontres et de nos échanges que Chemin d'avenir est véritablement une promesse d'avenir et d'espérance pour la Martinique. Donc, nous voici aujourd'hui engagés dans cette élection avec vous, avec vos contributions, avec vos réflexions, avec vos amendements aussi tout au long de ces visios. Cela nous permet d'être connectés en fait avec le cœur du pays parce que chacune des interventions, chacun de vos propos, c'est ça, l'essence même de Chemin d'avenir, c'est de toujours être en co avec les citoyens, avec les Martiniquais, quel que soit là où ils sont. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous porte en fait. Ça nous porte parce qu'on voit que voilà, chaque personne, chaque individu dans ce qu'il est, a toujours quelque chose à poser et ça nous permet d'être en parfaite adéquation, j'ai envie de dire, avec les besoins de la population parce que le constat, il est partagé. Nous ne devons plus rester dans l'immobilisme, dans ce statu quo dans lequel le pays est engagé. Bien au contraire, il faut le sortir, il faut vraiment créer la rupture. Et c'est pour ça qu'avec Daniel, nous sommes vraiment voilà, motivés, déterminés pour pouvoir poursuivre cet objectif que nous nous sommes fixés, c'est voilà, de créer, de poursuivre, de creuser ce chemin d'avenir. Et c'est avec joie que je remets le micro à Christelle. Et je vous souhaite donc une bonne séance. Merci, merci Camélia. Être en co avec tous les citoyens. Daniel, bonsoir. Je te passe la parole pour le mot du candidat. Alors, ton micro, il faut que tu le réactives. Il faut que tu réactives ton micro, Daniel. Mais quand je l'active, quelqu'un veut le faire en même temps que moi. Ah, bon, merci. Inverse. Voilà. Bon, alors. Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc à cette réunion hebdomadaire maintenant sur un sujet qui est pour nous extrêmement important parce qu'il s'agit incontestablement d'un défi, un défi qui concerne la planète tout entière, mais également donc la Martinique. Et nous avons à cœur, dans le cadre du programme que nous présentons donc aux Martiniquaises et aux Martiniquais, de mettre l'accent sur quelque chose qui est une logique mondiale. Alors, bientôt 30 ans que la question du droit au développement et du développement durable a été posée avec une dimension essentielle, c'est qu'il nous faut donc aujourd'hui engager donc chacun dans une responsabilité, dans une éco-responsabilité. Et à travers ce que nous proposons, il s'agit vraiment de mettre l'accent sur les changements de comportement. Alors souvent, on se dit, à travers tout ce qui est porté dans le monde entier, vous avez eu donc cette déclaration de Rio en 1992, il y a eu ensuite toutes les réunions COP21, COP23, qui chaque fois mettent l'accent sur la nécessaire diminution de l'empreinte carbone, mais nous nous rendons compte que tous les pays du monde sont en retard, la Martinique aussi. Et nous pensons que le premier niveau, c'est de développer l'éco-citoyenneté. Alors, qu'est-ce que c'est l'éco-citoyenneté? C'est de faire en sorte que les citoyens soient les premiers acteurs de cette préservation de l'environnement. Parce que nous pensons qu'il y a à travers eux,
à travers des campagnes pour les éco-gestes, à travers donc les enfants, parce que nous pensons qu'il nous faut vraiment mettre en œuvre une culture qui concerne dès le premier âge le rapport entre l'enfant et son environnement, les entreprises, parce que nous pensons et nous souhaitons qu'il y ait une labellisation entreprise éco-citoyenne, Martinique, parce que ça nous permettra de valoriser ces entreprises qui sont dans une logique de diminution de la consommation d'énergie, une dimension virtuelle, enfin vertueuse, pardon, qui serait donc la transformation du parc de véhicules thermiques en véhicules électriques, celle qui travaille sur tout ce qu'on appelle le bâti HQE, haute qualité environnementale. Donc manifestement, il y a un enjeu de transition. Voilà, donc c'est faire rentrer les personnes individuelles, les organisations, les collectivités, bien évidemment la CTM, dans ce que nous souhaitons et nous appelons de nos voeux, c'est cette transition énergétique. Alors, qu'est-ce que la transition énergétique? C'est vraiment quelque chose, c'est un pas qui va nous permettre de baisser la consommation d'énergie fossile et qui va permettre le développement des énergies propres dans ce qu'on appelle le mix énergétique. Et nous nous rendons compte que, comme beaucoup d'États dans le monde, nous sommes en retard par rapport aux décisions qui ont été prises. Par exemple, nous sommes en 2021 et il devait être question en 2020 de constater que nous aurions atteint 20% de ce mix énergétique consacré aux énergies propres. Et nous n'y sommes pas. Et donc, nous pensons qu'il faut réellement mettre un coup d'accélérateur pour favoriser tout ce qui permettrait de développer les énergies alternatives. Alors, le photovoltaïque, c'est quelque chose qui est engagé avec un certain nombre d'éléments de précaution à prendre. Et vous avez entendu encore et lu peut-être les dérives qu'il y a autour de ce système, facilitant et vraiment priorisant l'autoconsommation, donc la capacité à produire de l'énergie et à l'auto-consommer, de façon à ce qu'on soit en situation d'avoir une injection directe de l'énergie propre et qui fasse tomber donc effectivement les factures énergétiques. Mais nous pensons que lorsqu'on regarde ce qui est le plus aujourd'hui consacré aux énergies et la consommation d'énergie fossile, c'est le transport. 65% de la consommation énergétique à la Martinique est représentative d'une consommation par le transport. Donc, la mutation du parc et bien évidemment l'avènement d'un transport collectif propre est incontestablement un des axes sur lequel nous devons travailler, avec la valorisation des déchets, parce que nous savons aussi qu'il y a la possibilité à travers… Alors, nous sommes loin de ce qui se fait ailleurs en termes de recyclage, mais malgré tout, donc recyclage, valorisation des déchets, la méthanisation, la transformation des déchets est une opportunité de créer de l'énergie propre. Il y avait d'autres projets, la biomasse. Alors, vous savez, tous les débats qu'il y a eu autour de ce sujet. Et bon, maintenant, nous avons une usine qui est à Trinité, donc qui produit de la biomasse. Mais il y avait toujours donc ces projets autour de l'énergie thermique des mers, autour de tout ce qui serait de nature aujourd'hui à faciliter la transformation de notre consommation à travers les énergies propres. Et nous voulons surtout mettre aussi l'accent, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, sur la protection des écosystèmes tropicaux qui sont liés au changement climatique. C'est-à-dire que nous savons, donc la question de l'environnement, c'est aussi la transition climatique, et que nous avons une atteinte manifeste des écosystèmes et significativement des nôtres, alors que nous avons un bijou en termes de biodiversité, nous sommes un des hotspots de la planète. Donc par contre, tout ce qui est aujourd'hui en cours et qui touche au changement climatique impacte ces écosystèmes. Donc, il y a vraiment autour de la recherche, et là, nous avons besoin d'une université qui soit réellement mobilisée, et donc pouvoir permettre de développer des actions qui facilitent donc la protection de nos écosystèmes, de notre biodiversité. Nous souhaitons aussi valoriser la pharmacopée, puisque nous savons que c'est un des enjeux, et la crise sanitaire nous a permis de voir qu'à travers le fameux Virapic, il y a des choses qui sont possibles. Et donc, nous devons accompagner tout ce qui est transformation de nos plantes médicinales pour pouvoir exister dans le concert donc international. Et puis, pour terminer, bien évidemment, la gestion de l'eau. Et pour ça, donc, proposer une autorité unique de gestion de l'eau, sans polémique, bien évidemment, et travailler sur tout ce qui est risque et vulnérabilité, et notamment tremblement de terre, tout ce qui est éruption volcanique. Donc, un plan séisme, un plan volcan, mais toujours en liaison
avec nos partenaires et nos amis de la Caraïbe, puisque ce sont des mouvements et des phénomènes, et on l'a vu encore récemment à Saint-Vincent, qui ne concernent pas uniquement donc, les uns ou les autres, mais donc nous devons être une chaîne solidaire face à ces menaces. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous, peut-être un peu longuement, mais c'est un sujet majeur. Effectivement, Daniel, il est majeur et il est très dense, avec une co-responsabilité, ce qu'il faut retenir. Alors, je vous rappelle que pour poser vos questions, vous avez la possibilité donc d'intervenir en direct. C'est vrai que ça nous ferait plaisir aussi d'entendre des voix. Sinon, vous Et de voir n'hésitez les pas. visages, si je peux me permettre. Qu'est-ce que tu dis? Et de voir les visages. Et de voir les visages, c'est pas mal aussi. Et puis, sinon, vous nous envoyez vos questions via le chat que nous allons relayer. Et nous avons déjà quelques questions qui nous parviennent. Donc, une toute première, Daniel. La Martinique dispose de tous les éléments naturels, soleil, vent, eau, et pourtant, nous ne sommes toujours pas autonomes énergétiquement parlant, alors que nous aurions pu être pionniers et exemplaires dans ce domaine. Comment cela s'explique-t-il et que pensez-vous être en mesure de faire pour y remédier? Alors, comment cela s'explique? Je pense par un manque de volontarisme politique. Parce qu'en fait, quand on a préparé un petit peu notre démarche et notre candidature, nous nous sommes bien évidemment penchés sur un certain nombre de sujets, de schémas. Et quand vous prenez le fameux schéma air, climat, énergie, qui a été voté en 2013-2014, il y a tout dedans. C'est-à-dire qu'il y a tous les ingrédients qui nous auraient permis d'être au rendez-vous. Par contre, nous nous sommes rendus compte que l'absence de volontarisme politique, et qu'est-ce que c'est? C'est une détermination farouche qui nous permet d'engager le changement et d'agir, bien évidemment en mobilisant des moyens financiers, mais surtout en accompagnant l'initiative privée et donc faisant en sorte qu'il y ait des éléments de facilitation qui permettent. Le photovoltaïque, ça fonctionne, mais il y a de gros projets qui n'ont pas bougé. Rappelez-vous toute la polémique autour de la biomasse, alors que c'est quelque chose qui peut aujourd'hui, sur le mix énergétique, nous faire gagner quasiment 15 mégawatts. C'est énorme. Donc, nous avons la possibilité de pousser des gros projets, donc d'inciter des opérateurs privés à investir, c'est la clé, mais nous avons aussi la possibilité, je le dis, c'est une question de co-responsabilité, donc d'agir tous ensemble et faire en sorte que la CTM ne soit qu'un des maillons de la chaîne vertueuse. Très bien, merci Daniel. Alors, justement, un petit peu en rapport, une autre question. 80% de ce que l'on mange vient de l'extérieur. Nos besoins énergétiques sont couverts seulement à peine 20% par les énergies renouvelables. Alors, qu'à titre de comparaison, La Réunion est plutôt à 50%. Tu as parlé d'Albioma, la première centrale thermique 100% biomasse d'outre-mer. Depuis 2007, elle était censée contribuer par son activité thermique, biomasse et photovoltaïque à accroître l'indépendance énergétique de la Martinique. Or, aujourd'hui, pour la faire fonctionner, on importe du bois du Brésil parce que la production de bagasse est insuffisante. Alors, de manière un peu plus globale, tu vois, sur la base des exemples qui ont été pris, comment réduire les dépendances de manière générale? C'est un sujet passionnant parce qu'en fait, quand on prend le taureau par les cornes, en fait, on risque d'être embroché, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que nous aurions dû développer ce qu'on appelle de la culture énergétique. Ce sont des cultures dédiées à la consommation de ce type d'usine. Parce que nous avions la possibilité de faire, alors dans le cadre d'une révolution certainement, mais de transformation des productions et compte tenu de la réalité de certains de nos sols, nous avons la possibilité effectivement de proposer ces cultures énergétiques. Ça n'a pas été fait. Ensuite, nous connaissons la réalité de la solcanière aujourd'hui en Martinique et on est sur des surfaces qui se réduisent et des productions qui sont réduites. Donc, l'alimentation ne pourra pas se faire en dehors de cette logique de culture énergétique parce qu'effectivement, importer des grumes du Brésil ou d'ailleurs, ça finit par être contre-productif. Comment y arriver? En tout cas, je ne vais pas me limiter simplement à la biomasse. Je reprends ce que je disais tout à l'heure. Bon, le photovoltaïque
Et alors, en dehors des fermes photovoltaïques, parce que ça, c'est un piège, mais il y a aujourd'hui la possibilité de développer encore du photovoltaïque avec des champs solaires qui soient très significatifs. Deuxième chose qu'il nous faut, donc, c'est là, bien évidemment, nous avions des éoliennes. Alors, elles sont dans le cadre de notre paysage assez défigurantes, mais j'étais il n'y a pas très longtemps à Grand-Rivière. Elles sont super efficaces, en tout cas. Donc, il faut trouver la manière de les implanter sans que ce soit hideux pour le territoire. Je crois beaucoup à l'énergie thermique des mers. C'est un dossier sur lequel je m'étais vraiment penché il y a quelque temps, et qu'il y a donc à travers ce différentiel de température entre les eaux en profondeur et les eaux de surface, la possibilité d'utiliser donc ces différences thermiques pour créer de l'énergie. Donc nous avons aussi quelque chose qui est propre à chez nous, la géothermie, puisque nous avons donc l'opportunité, et il y a des sondages qui ont été faits aux Anses d'Arlay, à la plaine du Lamentin ou dans le Nord, donc de pouvoir puiser, mais qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Des logiques un peu coloniales d'EDF, qui fait que les accords qui avaient été signés n'ont pas été respectés et qu'ils sont allés développer donc leurs études à la Dominique. Alors, je suis totalement caribéen, mais là, nous avons aussi une autonomie à rechercher dans le cadre du développement de nos projets. Très bien, merci Daniel. Alors, une autre question. On constate aux abords des routes bon nombre de déchets et notamment des bouteilles en verre. Pourquoi ne pas revenir au système de consigne qui évitait ce genre de dérive? Même si cela dépend des entreprises, la CTM peut-elle impulser ce retour? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, alors, excusez-moi, je ne sais pas qui a posé cette question, mais les bouteilles en verre, c'est un moindre mal. Parce qu'au moins, le verre, on peut le récupérer et on peut le traiter et le recycler. La question de la consigne était très, très, très efficace. Moi, je fais partie d'une génération où on avait des caisses de Royal Soda en verre ou du Bel Orange. Il y en a qui n'ont même pas connu ça, hein, mais bon. Donc, et ça fonctionnait très bien. Donc oui, le retour à la consigne pourrait être une bonne chose. Le verre, encore une fois, n'est pas le mal le plus absolu. Il faut déclarer la guerre aux matières plastiques. Et c'est ça qui est notre priorité absolue, parce que nous savons que là, je ne sais pas si vous avez vu circuler un certain nombre de choses, mais on en arrive à créer des mers de plastique. Et j'étais à Sainte-Marie il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que c'est déplorable, quoi. Donc, on regarde un petit peu tout ça, mais il s'agit du comportement de nos propres compatriotes. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pour ça que nous parlons d'éco-citoyenneté, nous parlons d'éco-gestes, et nous parlons pour les entreprises d'éco-citoyenneté. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui sont concrètes, mais nous ne pouvons pas tout attendre de la CTM. La CTM peut impulser, elle peut participer à des campagnes de communication, de promotion, mais ça doit être quelque chose qui s'intègre. C'est pour ça qu'on dit l'écologie, c'est notre rapport à notre milieu naturel. Prenons conscience qu'il est essentiel de le préserver. Merci Daniel. Alors, une autre question. Reconnue comme priorité publique, tous les candidats à chaque élection en parlent. Et pourtant, on constate que c'est difficile à mettre en place. On parle de notre sujet. Pourquoi et comment allez-vous y arriver? Sur laquelle, alors je suppose que c'est aussi sur le thème général. Sur le thème général, mais oui, sur l'axe, oui. Quand je dis que, et c'est pour ça que nous sommes, nous, Chemin à l'avenir, hein, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un parti politique, c'est-à-dire que nous voyons et nous assistons à des réalités, encore aujourd'hui nous étions en plénière, où on finit par s'éloigner de l'essentiel. Quand on pose bien les bons schémas, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas mis en œuvre? Parce qu'il n'y a pas de volontarisme politique. Donc nous venons avec une ambition citoyenne qui est de régler les problèmes parce que nous avons les solutions. Et ceux qui ne les ont pas ou ceux qui ne veulent pas les mettre en œuvre, il faut les renvoyer là où ils doivent aller et laisser la place à une équipe citoyenne, mobilisée, qui a vraiment envie que les choses changent dans ce pays pour que nous puissions témoigner notre capacité à avoir un impact positif sur l'environnement. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons dans notre démarche une volonté, c'est l'efficacité du service public. Et là, nous sommes en défaillance sur cette question du service public, donc sur le domaine de l'environnement comme sur tous les autres. Très bien. Alors, il y a Enrique qui demande, n'est-on pas sur une politique transversale qui doit toucher l'ensemble des compétences de la CTM?
Et y aura-t-il une idée de développement d'une mission circulaire et environnementale pour sensibiliser les communes et les EPCI? Alors, Enrique, oui, c'est par essence une compétence transversale. Et nous pensons, parce que nous en avons fait un des axes de notre projet économique, que la transition, enfin les transitions, en tout cas la transition climatique, la transition énergétique, sont un axe qui doivent impacter toutes les politiques publiques. Et quand je disais tout à l'heure que labelliser une entreprise éco-citoyenne, c'est aussi lui donner l'opportunité, à travers un accès à des aides spécifiques, la possibilité d'être accompagné dans son développement. Quand on parle d'éducation et des jeunes, ça impacte effectivement tout ce qui est conscientisation dès le premier âge de ce qu'on appelle, nous, les éco-gestes. Donc, il s'agit de construire un nouveau modèle économique, c'est notre engagement, autour d'un certain axe et notamment autour des transitions. Je vais prendre un exemple. Quand on parle d'équipement et d'infrastructure, on pense port, on pense aéroport, on pense même route. Bien. Aujourd'hui, il y a un enjeu, si l'on veut que la Martinique garde son climat, parce que je vous invite à mesurer chaque jour à travers donc, ma divinaire la dégradation de la qualité de l'air à la Martinique. Mais ça touche quoi? Ça touche bien évidemment la question aéroportuaire, donc bien évidemment la question de l'évolution des aéronefs, donc les compagnies aériennes doivent être impactées. Le port, aujourd'hui, et je m'y suis intéressé, dans le monde entier, on est en train d'équiper les ports en bornes photovoltaïques pour pouvoir faire l'alimentation des bateaux. Nous ne devons pas être en retard sur ça. Donc faire en sorte que nous soyons des pionniers, nous soyons vraiment sur la brèche pour permettre en fait que toutes les opportunités de faire de la Martinique une île propre et une île ancrée dans son développement durable puissent être… Si on parle de nouveaux hôtels, allez, je sais des fois, mais on parle d'équipements hôteliers. Mais bien évidemment, il nous faut non seulement être en HQE, non seulement avoir du photovoltaïque, non seulement avoir un parc de véhicules propre, mais en plus avoir dans la logique du traitement des déchets une logique de recyclage. Donc ça, ce sont des choses qui sont extrêmement accessibles et faciles de mise en œuvre. Merci Daniel. Alors, une autre question de Marilus. Y a-t-il un projet concernant la dépollution des sols pour éliminer à long terme le chlordécone et tous les autres pesticides? Alors, il existe aujourd'hui des solutions portées par des talents martiniquais, nous en avons rencontré, et qui sont porteurs de solutions. Nous, ce que nous proposons, c'est de rentrer dans une expérimentation. La collectivité a une banque de terre avec des milliers d'hectares. Ce que nous pensons, c'est mettre en œuvre donc, des logiques d'expérimentation. Alors, je ne vais pas vendre, comment dirais-je, les secrets de ces porteurs de projets, mais il y a une jeune femme et un homme un peu plus mûr, mais qui ont des projets pour effectivement, alors je ne sais pas si c'est un barbarisme, la décolonisation des sols, mais il y a des solutions et qui permettent en même temps de développer des productions agricoles. Alors, donc, on est très, très, très veillatif sur ces opportunités-là, parce que ce sont de vraies solutions. Là où on a un scandale à la fois écologique et sanitaire, nous pensons que nous avons le génie martiniquais qui nous permet de trouver des solutions et d'avancer pour que ces maux deviennent des opportunités. Merci. Alors, nous avons une question cash de Jean-Pierre Essélinette qui demande: quand allons-nous arrêter la production de la banane qui ne rapporte qu'au béquet? Mais ce n'est pas notre décision. Ce n'est pas notre décision. C'est-à-dire que qu'est-ce que la CTM peut faire pour dire à un producteur de bananes qu'il faut arrêter? Sauf à dire, on sort le canet de chef des Martiniquais, et je ne pense pas que vous serez d'accord, pour dire qu'on va l'indemniser s'il arrête. Non. La question, c'est d'offrir une alternative à la banane. Parce que depuis que je suis rentré au pays, après mes études, ce sujet-là, il est tout le temps dans notre tête et sous nos yeux. Alors que la banane, je le dis très, très régulièrement, ce n'est que comment dirais-je, je disais à une époque, c'est une intoxication, mais on se laisse totalement avoir par ce sujet banane. D'abord, est-ce qu'il s'agit
de la culture la plus rentable? Certainement pas. Est-ce qu'elle fixe beaucoup de population? Certainement pas. On s'était intéressé au sujet à l'époque parce qu'on nous disait il y a tant de milliers d'employés agricoles dans les bananes. On est allé voir à la Sécu. C'est pas vrai. Donc maintenant, la banane, elle est ce qu'elle est, mais ouvrons-nous à de nouvelles productions, à de nouveaux types d'élevage, à de nouvelles solutions, parce que nous pensons qu'il y a autour du vivrier, autour du maraîcher, autour du bovin, du caprin, des choses que nous pouvons mettre en œuvre. Nous avons rencontré des jeunes qui sont, et je pense à Léane qui est à Ducos, nous pensons à Anaïs qui est au Morne Rouge, ou d'autres encore, qui témoignent tous les jours qu'il y a une diversification agricole possible. Donc maintenant, il faut secouer le cocotier, à commencer par la Chambre d'agriculture, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'enjeux pour accompagner cette diversification. Les fruits, c'est extraordinaire. Nous avons, vraiment, la Martinique c'est une terre qui est d'une générosité incroyable. Donc, nous avons la possibilité de devenir une référence en matière de production de fruits. Regardez ce qui se passe pour les jus de fruits. On importe de la pulpe dans notre pays. Donc, ça veut dire qu'il y a une révolution à faire dans la mentalité déjà des agriculteurs eux-mêmes et qu'on arrête de focaliser sur la banane. La banane, elle est ce qu'elle est. Ouvrons le champ à de nouvelles cultures, à de nouvelles opportunités qui ne soient pas des spéculations. Et j'insiste. Et c'est vrai que c'est clair que toutes les belles rencontres que nous avons faites ces 2 derniers mois le prouvent, témoignent effectivement aisément. Alors, Sabrina qui nous dit bonsoir. Que pensez-vous du développement des pistes cyclables à proximité du TCSP ou ailleurs? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait du vélo à côté d'un truc qui pollue, c'est pas bon, hein. Donc, moi, je pense qu'il faut développer des pistes cyclables. Alors, aujourd'hui, la CTM a voté un projet en matière donc, de pistes cyclables. Donc, voilà, donc, des sujets qui ont été évoqués il y a 10 ans, mais qui n'avaient jamais été faits. Bon, en tout cas, ils sont votés, ça ne veut pas dire qu'ils le seront. Donc, oui, il nous faut développer les pistes cyclables, mais le faire dans une réalité, une dimension qui soit très intègre et qui permettent de préserver la santé de ceux qui veulent faire du sport en évitant de respirer du gaz carbonique. Très bien. Merci. Alors, une autre question concernant la pollution. Donc, la pollution devient au fil des ans une réelle problématique car nous sommes de plus en plus éprouvés par les brumes de sable, plus récemment les cendres de Saint-Vincent, les rejets de gaz carbonique, pots d'échappement parce qu'il y a trop de véhicules sur l'île, les gaz des sargasses. Quelle sera votre stratégie pour permettre à la population de bénéficier d'un air plus sain et éviter des morts prématurées aujourd'hui avérées et prouvées? Alors, c'est un sujet qui est vraiment passionnant, mais d'abord, en tout cas pour tout ce qui est air et climat, c'est une dimension internationale. Donc, incontestablement, il nous faut être partie prenante à tout ce qui se fera. Alors dans la Caraïbe, mais au-delà aussi, hein, y compris à travers donc, des représentations, dans tout ce qui est lutte contre ces transformations inhérentes, bien évidemment, à l'acte humain, puisqu'on sait bien que ce qui se passe n'est que le témoignage de l'acte humain qui nous touche ici, ne serait-ce qu'avec les sargasses. Hein, on avait une réunion donc vendredi avec Thierry Lebrun. Donc oui, il y a des enjeux qui nous dépassent. Ce sont des enjeux internationaux. Et par rapport à cela, donc nous devons développer par contre, et c'est ça notre apport, c'est ce que je disais tout à l'heure, développer de la recherche qui soit axée sur nos réalités climatiques et bien évidemment tropicales, pour que nous soyons en capacité de faire valoir un point de vue avec l'ensemble de nos partenaires caribéens, parce que ce qui se passe à Saint-Vincent, on l'a vu, nous a touchés, mais ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, au Sahara, nous touche aussi. Donc, nous sommes dans une logique d'interdépendance et nous avons donc l'opportunité à travers ça d'apporter un concours de façon à ce qu'il y ait une remédiation possible. L'autre chose, et c'est ça l'urgence, c'est de faire en sorte que, alors, si on va jusqu'à des extrémités, il faut être contraignant. Et vous savez que le Martiniquais, comme le Français, n'aime pas la contrainte parce qu'il a l'impression qu'on touche à sa liberté. Mais quand on voit le ruban de véhicules qui circulent tous les jours, donc, il faut accélérer et accompagner donc tout ce qui est mutation du parc automobile. Ça, c'est essentiel. Basculer vers, bien évidemment, le véhicule hybride ou le véhicule électrique, mais ça passe par
Vous savez que la pire des choses, c'est d'aller brancher son véhicule électrique pour le recharger sur la prise de chez soi. Parce que ça veut dire qu'on va tirer l'électricité à Bellefontaine et qu'on fait tourner des groupes de fioul lourd. Donc, il faut, et ça peut être le rôle de la CTM, accompagner et subventionner tout ce qui est ombrière photovoltaïque pour la recharge des véhicules. Et donc, qu'est-ce qui permet de développer le véhicule électrique? Très concrètement, d'avoir des bornes. Donc, il nous faut accompagner et être partenaire des communes dans le cadre du déploiement des bornes photovoltaïques. Alors, en insistant bien sûr du photovoltaïque et pas du fuel, mettre en sorte qu'il y ait une offre. Et vous voyez bien comment ça se passe aujourd'hui. Je ne dis pas ça pour me tirer une gloriole quelconque, mais quand même, le projet, un des premiers projets en Martinique d'ombrière photovoltaïque destiné à un équipement commercial, ça a été à Madiana et c'est moi qui l'ai lancé. Donc, ça veut dire qu'il nous faut, dans les réalités de comportement, avoir une offre adaptée et c'est ça l'enjeu. Donc, accompagner tous ceux qui investissent dans cette transition et notamment le bascule vers le véhicule électrique. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a Enrique qui nous dit donc comment développer des opportunités de filière verte et d'économie verte, cela pour mieux préparer le développement économique et acculturer entreprises et organismes de formation. Alors, il y a deux logiques qui sont bien articulées dans ce que propose Enrique. D'abord, nous sommes dans notre projet dans le développement de filières. Donc ça, effectivement, je n'avais pas rebondi tout à l'heure, mais tout ce qui est circuit court, économie circulaire, est incontestablement un levier et une opportunité de développement. Maintenant, nous connaissons aussi la difficulté que peuvent avoir certains acteurs, et notamment les plus petits d'entre eux, à pouvoir être en capacité de s'intégrer pleinement dans cette logique-là. Donc, il y a plusieurs niveaux d'enjeux. Toujours, et j'y reviens, avoir la possibilité de développer de la recherche. Ça, c'est vraiment très important pour pouvoir faire en sorte que les espèces endémiques soient dans notre approche complètement intégrées dans une logique de développement. La deuxième chose, c'est identifier quels sont les freins au développement de ces circuits courts et de cette économie circulaire. Il y en a un qui me semble évident, au-delà de ce qu'on a vu, c'est tout ce qui concerne la logistique. C'est-à-dire que faire arriver au plus près du consommateur l'ensemble des productions est un challenge et un défi. Et je m'en rends compte parce que je commande encore pas sur Internet, parce que le click and collect se limite parfois juste à la présentation d'une vitrine et pas nécessairement de site marchand, mais avoir la possibilité donc de développer tout ce qui facilitera l'accès aux consommateurs à cette production particulière et autour du bio. Et je vous dis encore, nous avons rencontré des tas de gens extraordinaires, des jeunes particulièrement, qui ont le souci, alors d'abord, ils prennent du temps parce qu'ils veulent faire bien. Donc, développer vraiment donc, une agriculture saine, bio, développer donc de l'agro-transformation et faire en sorte qu'on arrive par d'autres circuits de distribution à les faire, à que la mise en marché se fasse dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est important. Et l'économie circulaire, c'est de faire en sorte que finalement, rien ne se perde et qu'on puisse recycler le plus de ce qui est aujourd'hui en question. Hier, j'étais pas loin de la zone de la Jambette. Cette immondice qu'est la décharge est quelque chose qu'il nous faut vraiment, il faut vraiment repenser ça. D'abord parce que ça ne se fait plus nulle part ailleurs dans le monde, et qu'ensuite, nous avons un défi à relever, comme pour les VHU, c'est-à-dire les véhicules hors d'usage aujourd'hui qui continuent d'inonder nos bords de route, à croire que finalement tout ce qui a été voté depuis 10 ans n'est pas mis en œuvre. Donc, il y a un impératif, parce que nous avons des structures qui permettent d'accueillir, de recycler. Vous savez que les métaux ont une valeur marchande mondiale et que donc les filières de recyclage existent. Donc, ne nous privons pas d'une opportunité de nous débarrasser d'une plaie en faisant rentrer des devises, quoi. Et c'est ce qu'il nous faut rechercher à travers tout ce que nous ferons. Et merci, Daniel. Alors, il y a Marie-C qui a une interrogation en disant « La crise sanitaire, pardonnez-moi, nous a contraints à vivre autrement en adaptant notre mode de vie, donc confinement, couvre-feu. N'est-ce pas une opportunité à saisir pour une inscription dans le développement durable ?»
Ben oui, Maricé. Oui, oui, oui. Et je ne vous cache pas que le confinement V1, on est quand même au V3, hein, voilà, V3. Mais le confinement V1 était pour moi une source de satisfaction parce que justement, ça nous a permis de rompre avec nos logiques, j'allais dire un peu ronron, de consommation. Et moi, mon grand bonheur, c'était quand je me faisais livrer par des jeunes, notamment à mon domicile, qui me ravitaillaient en produits frais. Ça, ce sont des choses que le confinement a mises en évidence, mais pas que. Bien évidemment, sur tout ce qui est comportemental, et notamment relation donc, au travail, aux organisations, nous avons des gisements d'opportunités qui s'offrent à nous. Donc, soyons vigilants, soyons un peu, je sais que le mot peut paraître un peu pas très sympa, mais soyons opportunistes sur ces opportunités parce que nous avons l'opportunité vraiment de changer durablement les choses. Regardez la manière dont on a pu aujourd'hui, j'en parlais avec quelqu'un que je connais très bien, mais regardez les restaurateurs qui sont fermés, en tout cas certains d'entre eux, ben, ils se sont adaptés. Et certains, malgré tout, ben, maintiennent une activité à flot en ayant totalement basculé dans le traiteur. Donc, il y a des opportunités. Maintenant, et ça, c'est une confidence que je fais à plus d'une quarantaine de personnes, donc ça va rester entre nous. Euh, ne laissons plus passer durablement ces opportunités. Il y a des choses qu'il ne faut surtout pas garder, parce que moi, la distanciation sociale, c'est un drame pour moi. J'ai besoin d'être en contact avec les autres, et pas seulement parce que nous sommes en campagne. Mais le contact et la relation, c'est essentiel. Mais par contre, tout ce qui nous a permis de faire des choses autrement et sur lesquelles il y a des opportunités de création de valeur ajoutée, allons-y gaiement. Et je peux vous dire qu'elles sont légion. Très bien, très bien. Alors, il y a Anne-Valérie qui te demande, qui veut savoir ce que tu penses de la filière bambou qui a du mal à démarrer à cause de l'ADAL et les autres qui disent que c'est une plante invasive qu'il faut éradiquer, alors que le bambou pourrait régler plusieurs de nos problématiques et nous permettre d'avoir un peu d'autonomie et créer des emplois. Vous savez, j'ai participé il y a 20 ans à ce qu'on appelait l'opération Bambou. Alors, il y avait des missions qui étaient faites pour voir quelles étaient les opportunités de valorisation du bambou dans le monde entier. Et c'est resté malheureusement lettre morte. Alors nous croyons, vraiment, Chemin d'Avenir, nous croyons que c'est l'initiative qui est à accompagner. Donc, s'il y a des opportunités d'accompagner des initiatives, nous le ferons. Parce que encore une fois, la CTM ne va pas créer une réalité artisanale autour du bambou, mais elle doit l'accompagner. Mais maintenant, il faut que les initiatives… Vous savez, la Martinique, j'entends ça tout le temps, nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des artisans. Eh bien, démontrons-le. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit entrepreneur? Ben, c'est parce qu'on entreprend. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se dit artisan? Ben, parce qu'on développe une production artisanale. Donc, dans notre développement économique, dans notre projet de développement économique, qui est une rupture, nous avons dit accompagnons la création de biens, la production de biens et de services. Donc tout ce qui est production artisanale, production, pourquoi pas autour du bambou, comme nous le faisons aussi avec nos amis de la filière cacao, il y a d'opportunités. Maintenant, et ça c'est un message que nous développons aussi, n'attendons pas tout de la collectivité. La collectivité doit être beaucoup plus présente, beaucoup plus structurante, beaucoup plus en accompagnement qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il nous faut identifier, susciter et vraiment valoriser l'initiative privée. Très bien. Alors, Pascal pose une autre question concernant le démantèlement des véhicules. Pourrait-il être une solution pour lutter contre la pollution des BHU en matière de plastique, métaux? Mais oui, mais alors, encore une fois, il faut identifier dans tout toute la chaîne, en fait, celle sur laquelle nous pouvons être efficaces. Parce que l'usine de transformation nécessiterait qu'il y ait des volumes qui viennent en Martinique en quantité suffisante pour vraiment rendre rentable une unité de transformation. Ce que nous pouvons faire, c'est collecter, ce que nous pouvons, c'est compacter et transférer, exporter.
C'est déjà pas mal. Mais sur ça, il y a encore des gains. Maintenant, sur d'autres niveaux, effectivement, d'industrialisation, rappelons-nous que nous sommes toujours dans une économie de marché et que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes en compétition avec des territoires qui ont des réalités à la fois d'accessibilité, de coûts, de main-d'œuvre et autres, qui sont beaucoup plus compétitifs que nous. Donc, trouvons notre place dans la chaîne mondiale et ce sera déjà pas mal à l'échelle de la Martinique. Et alors, du coup, Pascal complète sa question en disant que justement, concernant les VHU, donc ça va un petit peu dans le sens aussi de ta réponse, pourquoi une usine de démantèlement des véhicules n'est pas encore créée, alors pas seulement pour la Martinique, mais pour la Caraïbe, et qui serait basée en Martinique? Elle existe, hein, c'est-à-dire qu'en fait, alors il y a eu des tas de, comment dirais-je, de vicissitudes, mais donc il y a eu plusieurs initiatives, plusieurs porteurs de projets. Bon, il y a eu des dépôts de bilan, enfin bon, il s'est passé beaucoup de choses, mais grosso modo, moi je crois à ça. Donc, mais encore une fois, il nous faut donc être, vous savez, la responsabilité, c'est la gestion de priorité. Et donc, dès lors qu'on s'engage dans une démarche qui est autour du développement durable, ben, il est prioritaire de traiter ces sujets-là. Donc, là aussi, d'accompagner les opérateurs. C'est un sujet un peu sensible parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'entreprises qui se sont investies et qui ont perdu beaucoup d'argent. Merci Daniel pour ton éclairage. Alors, il y a Henri qui nous demande, qui dit, donc, comment concilier énergie propre et énergie fossile face à un opérateur qui a le monopole de production avec du fioul lourd et qui emploie des centaines de salariés? N'y a-t-il pas un risque de conflit larvé? Oui, Henri, il existe. Il existe, je le disais tout à l'heure, hein, lorsque nous avions voulu pousser la géothermie il y a une petite 7-8 ans, en Martinique, l'opérateur historique a tout fait pour que ce soit un projet qui soit mort-né en Martinique et qu'il transfère à la Dominique. Bon. Donc oui, il y aura un conflit d'intérêts. Maintenant, il nous faut être droit dans nos bottes et en décision capable de dire voilà ce que nous voulons pour notre pays. Ça, c'est la responsabilité locale. Et ne pas se laisser embarquer par des stratégies qui sont totalement, comme dirais-je, contraires à nos propres intérêts. Oui, l'opérateur historique continue d'avoir des stratégies qui ne sont pas conformes et cohérentes avec l'intérêt de la Martinique. J'ai eu l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises sur des sujets très particuliers, mais la maîtrise de la demande d'énergie aujourd'hui est maltraitée. Vous savez, c'est quand même extraordinaire, hein. Sur tout le territoire national, la télécollecte est une donnée, c'est une réalité. On sait contrôler au jour le jour l'évolution de la consommation. Ici, on m'a changé mon compteur électrique hier. Donc, ça veut dire qu'on ne donne pas aux citoyens la possibilité d'aller au bout de sa responsabilité. On peut se loguer, mais n'importe où dans le monde, et avoir une réalité de l'évolution de sa conso en disant « Ah tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai laissé la clim tourner. Ah oui, j'ai un problème de congélateur qui produit de la glace. » Autant de sujets qui peuvent être monitorés. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut impérativement obtenir. Nous avons des années de retard et c'est inacceptable. Donc, mais par contre, là, il faut, comme on sait le faire dans d'autres circonstances, sur des sujets comme ça, faire corps, qu'il y ait vraiment une solidarité pour imposer à l'opérateur historique des changements radicaux. Vous vous rendez compte que le dernier bloc moteur de Bellefontaine, il remonte seulement à 2014, quoi. C'est-à-dire qu'on nous a mis un gros bloc de fuel lourd il y a moins de 7 ans. Donc, il y a vraiment un enjeu. Très bien. Alors, je regarde l'heure, mais il y a encore plusieurs questions très, très intéressantes aussi. Alors, il est 20h20, mais on continue, si vous me le permettez encore. Enrique qui dit, dans les segments achats qui seront lancés par la CTM, l'achat socialement responsable sera-t-il un levier utilisé? En tenant compte de la commande publique, ne doit pas être, enfin, en tenant compte plutôt que la commande publique ne doit pas être le seul moteur. Alors, je suis d'accord sur la deuxième partie, c'est-à-dire que la commande publique ne pourra pas réellement nous faire changer de paradigme sur le plan économique. J'entends des tas de bêtises sur ça. Il faut se réveiller. Donc, bien évidemment, la collectivité a un rôle à jouer. La commande publique est un levier pour pouvoir rendre la Martinique, je dirais, plus compétitive et développer de la valeur. Mais si on ne fait que ça, on va échouer comme on a déjà échoué.
Donc, revisitons nos paradigmes. Par contre, la question de ce qu'on appelle la RSE, responsabilité sociale des entreprises et des organisations, on a l'impression que la Martinique va le découvrir là, alors que ce sont des sujets qui sont dans les réalités d'organisation depuis des années. Donc, nous pensons qu'il faut inscrire, mais de manière responsable, dans tous les actes de la collectivité. Je ne parle pas seulement de la commande publique, je dis bien de tous les actes de la collectivité, les achats, bien évidemment les infrastructures, bien évidemment tout ce qui est matériel et équipement. Cette logique de responsabilité sociétale doit être une réalité transversale. Lorsqu'il s'agit de faire un choix, quel qu'il soit, nous devons nous référer à une charte. Et cette charte, aujourd'hui, elle n'existe pas à la CTM. Donc, nous allons la créer. Nous devons la créer, c'est ça, pardon. Donc, Stéphanie qui nous demande, alors d'abord, il y a une réaction d'Enrique qui dit « Merci Daniel, enfin de vraies réponses ». Alors, Stéphanie qui nous dit « Bonsoir, la taxe outre-mer a été votée pour les années à venir. À quand les tarifs moins élevés se rapprochant de ceux de la métropole ?» La taxe outre-mer. Alors, Stéphanie, je ne sais pas si tu peux compléter. Parce qu'il y a dans l'univers des taxes, il y en a beaucoup concernant l'outre-mer. Alors, le débat qui était très, très récent, c'était sur celui sur l'octroi de mer. Donc, est-ce qu'il s'agit de cela? Parce que, alors, sur cette comment je vais dire, résurgence historique quand même. C'est-à-dire que l'octroi de mer est quelque chose qui est oui, elle parle bien de l'octroi de mer. C'est bien ça, d'accord. Est une résurgence du passé, c'est-à-dire que considérer qu'on a un droit de douane parce qu'une marchandise touche un territoire, c'est Colbert, quoi. Enfin, on est à des centaines d'années en arrière. Donc, la question aujourd'hui, et c'est ce qui nous a toujours animés à Chemin d'Avenir, c'est que est-ce qu'il est possible de réfléchir autrement? Parce qu'on veut concilier des choses qui sont finalement inconciliables. D'abord, la raison d'être de l'octroi de mer, dans un premier temps, c'était de préserver une production locale. Bon, soit. Et deuxièmement, le financement des collectivités territoriales. Soit. Au milieu, il y a qui? Il y a un consommateur. Et le consommateur, qu'est-ce qu'il constate? Qu'il y a un renchérissement du coût de la vie parce qu'on veut protéger des industries et que l'on veut financer des collectivités. Donc, il y a une réflexion à poser, en tout cas un acte de réforme, parce que c'est une espèce de serpent de mer qui revient tous les 5 ans, où tous les 5 ans, Bruxelles dit « attention, c'est anormal », et les élus locaux disent « attention, attention, ça fait vivre nos collectivités et ça protège nos industries ». Je pense que le moment est venu d'engager une vraie réflexion, alors bien évidemment avec une transition, parce qu'on ne peut pas passer d'un point à un autre, parce qu'avec un même outil, poursuivre des objectifs aussi différents, ça pose problème. Donc, est-ce qu'il faut préserver les entreprises de production locale? Certainement, dès lors qu'elles sont capables de générer de la création de valeur, qu'elles agrègent des emplois et qu'elles permettent de valoriser notre identité, notre culture, notre patrimoine. Donc ça, c'est oui. Maintenant, le consommateur ne peut pas être le dindon de la farce. Donc ça veut dire qu'il nous faut, sur la question du pouvoir d'achat, travailler en profondeur. Et travailler en profondeur sur la question du pouvoir d'achat, c'est s'intéresser aux mécanismes de formation des prix. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans ce qui, de mon point de vue, est possible, mais qui ne se fera pas sans grincement de dents, puisqu'on va s'attaquer à certains lobbies, à certaines puissances qui sont établies, où il va falloir regarder comment les opérateurs successifs de la chaîne d'importation, parfois les mêmes, cumulent des marges, et de façon à ce qu'on soit dans une opération vérité et une opération transparence. Donc moi, ce que je crois aussi sur ces sujets-là, c'est que, je vais prendre un exemple qui ne va fâcher personne parce que je ne vais pas parler de Martiniquais, mais aujourd'hui, nous sommes dépendants dans nos approvisionnements d'un opérateur maritime qui est la CMA-CGM, et qui se préoccupe de la réalité, de la manière dont les accords entre certains opérateurs locaux et ce transporteur, cette compagnie maritime, fonctionnent.
J'ai été dirigeant d'un groupe d'une certaine taille. Mais bien évidemment, c'est les petits qui payent pour les gros. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait une opération transparence et qu'on regarde comment se forment là les négociations, les prix, pour que l'on puisse développer de la compétitivité pour notre économie. Très bien, alors je regarde aussi l'heure. Donc, il est 20h27. Merci Enrique, merci. Et Merci. chaque fois, tes questions nous sont précieuses. Merci, Enrique. Alors, j'ai une dernière question. Alors, quand on interroge les administrés sur ceux qui ont le pouvoir d'agir sur la situation de l'environnement, de faire changer les choses, les sondés citent les collectivités à 56%. L'environnement n'est plus seulement le sujet des urbains. Alors, la question s'adresse à toi directement. Quelles seraient les 3 premières mesures jugées très utiles que tu prendrais? Alors d'abord, je pense qu'il nous faut être vertueux. Donc la première chose, c'est de créer une brigade de l'environnement. Une brigade de l'environnement. Alors, pas version CACEM, hein, vous savez, il y a des gens qui passent mettre des PV, là, c'est pas ça. C'est vraiment mettre en place une démarche vertueuse qui va concerner le nettoyage des bords de route, des plages, c'est-à-dire que l'on rende visible cette action et qu'on soit en même temps pédagogue pour inciter, entraîner, faire en sorte qu'il y ait une possibilité pour nos jeunes de trouver une utilité sociale, sociétale, à travers soit un service civique ou un contrat aidé, peu importe, mais qu'on manifeste un intérêt pour la capacité que nous avons à inverser durablement les choses. La deuxième, vous savez, il y a, je ne vais pas dire combien d'années, mais on avait lancé un truc à l'époque, j'étais à la Jeune Chambre économique, c'était l'opération Touloulou. C'était des poubelles de voitures. Et il y avait une pub qu'on avait faite, fais ça pour moi. Donc je pense qu'il nous faut deuxièmement faire une campagne de communication. Et oui, avec comme cible nos enfants, puisqu'ils sont très sensibles au message, et faire en sorte que nous ayons à travers les enfants la possibilité de préparer durablement, donc un avenir meilleur pour le pays, parce qu'ils se sentent impliqués, ils se sentent concernés. Et ensuite, je pense que et le troisième volet, c'est impacter les organisations, les entreprises, les collectivités, parce que l'impact sur un particulier n'est pas le même que sur une entreprise ou une collectivité. Donc, engager cette démarche d'éco-responsabilité pour les organisations, avec à la clé des éléments qui seront donc des bonifications ou des éléments qui seront là aussi une possibilité d'obtenir des accompagnements. Donc, nous insistons sur ce label, voilà, ce label éco pour les organisations, pour les entreprises. Toutes celles qui sont vertueuses dans leur démarche donc de protection de l'environnement seront signalées, seront valorisées. Merci, Daniel. Écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cette session. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce rendez-vous et merci pour toutes vos questions extrêmement riches et intéressantes. Merci pour la qualité du débat. Évidemment, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour une autre session, questions-réponses, avec toute l'équipe de campagne et puis donc, une autre thématique. Mais en attendant, depuis la semaine dernière, nous avons un nouveau format, un nouveau rendez-vous qui s'appelle Nounir Bagay pour Dizot. Et cette semaine, donc vendredi à 19h30, nous vous donnons rendez-vous donc pour alors je crois que le thème sera autour de la démographie. Dans tous les cas, ce que je vous demande de faire dans le cas-là, c'est de suivre l'actualité de la campagne en vous abonnant aux différentes pages. Donc Ariel, comme d'habitude, inscris-nous tous les liens qu'il faut, toutes les bonnes adresses qu'il faut. Et restez donc connectés. Je vous dis donc à très, très vite. Bonne soirée. Et puis, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Il faut que les gens puissent voter, faire leur choix de manière éclairée. Donc, parlez-en autour de vous. Invitez vos amis pour écouter, pour participer au débat, pour nourrir la réflexion que nous menons. Voilà, très, très bonne soirée à tous et à très vite. Merci beaucoup et à très vite. Bonne soirée.